Moi, je voudrais rebondir sur les points que vous avez évoqués, que je vous ai entendu dire. Vous avez dit que la précision de la loi pouvait elle-même provoquer une surprécision du pouvoir réglementaire et un alourdissement du dispositif législatif. Donc c'est un point qui, quand même, attire l'attention, qui retient l'attention. Vous avez évoqué aussi le fait que l'élite de la nation, la haute fonction publique, finalement, travaille en ayant, je le dis de manière euphémisée, je voudrais rester correct, amoindrit son souci d'application et vit un peu dans le monde idéalisé du droit, tel qu'il pourrait s'appliquer. Sur ces deux points-là, je voudrais vous poser deux questions. On est constamment, et vous l'avez certainement beaucoup été dans votre carrière, en contact d'acteurs de la société civile qui savent très bien ce qui coince. Parce qu'ils l'appliquent. Tout à l'heure, je rencontrais le président de la Chambre des notaires. On a évoqué 2-3 trucs. Typiquement, alors eux, pour le coup, en plus, ce sont des pédagogues de la loi. C'est quand même des officiers d'état civil. C'est navrant de se dire qu'un notaire peut se trouver en présence d'un citoyen et lui dire, en haussant les épaules, qu'en effet, la loi est moche et mal bâtie, mais que c'est comme ça. Ça ne donne pas une bonne impression du travail du législateur et de l'État. Mais quand je disais à cet interlocuteur, et il se trouve que je l'ai vu aujourd'hui, mais c'est vrai de fédérations professionnelles d'entreprises, c'est vrai de syndicats, c'est vrai de chambres consulaires, quand on leur demande, quand vous faites remonter, non pas une prétention à challenger l'esprit du législateur, mais simplement de dire telle disposition est complexe, on pourrait simplifier en faisant comme ça. Ou est-ce que vous avez un écho, est-ce que vous avez... en dehors de votre ministère de tutelle, des interlocuteurs dans l'administration qui vont, avec cette culture de je prends en compte la consultation, etc. La réponse est non. C'est-à-dire que le statut de l'interlocuteur surjoue en France. Moi-même, je l'ai constaté depuis 2 ans et demi. Un député lambda, il peut prendre des rendez-vous, il peut écrire des courriers. S'il est président de ceci, rapporteur de cela, les portes ne s'ouvrent pas pareil. La question donc que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait prévoir dans la Constitution, ou je ne sais pas, au moins dans le règlement de l'Assemblée peut-être, de donner une autorité aux députés, qu'il n'a pas aujourd'hui, dans le contrôle de l'application de la loi, dans la façon dont il va du coup, que ça soit établi quelque part, écrit, parce qu'on est comme ça en France pour pratiquement tout mettre par écrit, dire bah oui, le député il est légitime pour aller regarder un petit peu comment ça c'est écrit, comment c'est appliqué. C'est un peu ma première question, l'autorité qu'on peut donner aux parlementaires, en plus de l'outil, c'est-à-dire du bagage technique, de l'enregistrement, de la data et de la documentation que vous avez évoquée. Et ma deuxième question, c'est justement sur tous ces acteurs de la société civile qui sont confrontés à des incohérences, à des absurdités, à des choses qui ont mal été pensées dans l'écriture même, et par un Parlement qui parfois, en votant un amendement, manifeste un défaut de connaissance de ce que ça va concrètement impliquer pour des acteurs économiques, des acteurs de terrain, cette culture de la confrontation avec des formes d'expression, de représentation de la société civile qui sont capables de dire, encore une fois, sans challenger, sans remettre en cause la volonté du législateur, telle disposition, voilà concrètement ce que ça représente comme coût, comme complexité, comme incohérence, comme difficulté. Voilà comment on pourrait, on vous suggère d'écrire autrement et de procéder autrement, d'instaurer cette espèce de culture de revisiter, de faire revivre la loi, quitte à éventuellement jusqu'à faire bouger le pouvoir réglementaire sans faire bouger la loi, pour que justement il soit un petit peu plus malléable et qu'il colle un peu mieux à la réalité de terrain. Alors, je suis dans le camp des praticiens et plutôt jacobin, mais convaincu qu'un État, dans le monde dans lequel on est, ne peut pas à la fois défendre le rang de la France dans le monde et s'occuper de la manière dont on pose les petits pois dans une assiette de rationnaire de cantine scolaire. C'est ce qu'essaie pour l'instant de faire la France, ce qui est un grand écart qui n'est pas raisonnable. Et donc, parce que je crois que l'État est irremplaçable, je voudrais qu'il soit raisonnable sur la manière dont on applique le droit qu'il produit. Il ne me dérange pas qu'il le conçoive, gouvernement et parlement, mais il me dérangerait qu'il aille dans le menu détail, ne tenant pas compte de la diversité des territoires. Alors, s'agissant de cet écart qui se creuse, on voit bien que le fait que le Parlement, alors que la Constitution avait délimité 2 périmètres très clairs, à l'article 34, le domaine de la loi, à l'article 37, le domaine du règlement. Normalement, aucun des 2 acteurs ne devait envahir le champ de l'autre.
on a surveillé que le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire, par contre, n'envahisse pas le champ du règlement, le pouvoir réglementaire n'envahisse pas le champ de la loi, mais l'inverse n'a pas été surveillé. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel dit que ce n'était pas vraiment son rôle. Donc, on voit bien que le législateur, sentant qu'il pouvait, en quelque sorte, s'assurer que son esprit serait bien respecté, eh bien, allait introduire dans le dispositif législatif des choses qui devaient relever plutôt du domaine réglementaire. Je vous assure, pour les bien connaître, les respecter, en avoir dirigé, les voir tous les mois, le CNEN examine une trentaine de textes par mois, qu'un pouvoir réglementaire qui reçoit un texte du Parlement se dit, mais enfin, c'est pas possible que je n'accomplisse pas mon devoir. Et donc, il va inévitablement en rajouter, y compris parfois pour dire la même chose. Vous seriez absolument étonné, puisque nous faisons du traitement de texte. Nous sommes sidérés de retrouver des paragraphes entiers de la loi dans le règlement. Parfois, il s'y ajoute un adjectif, un adverbe, subrepticement introduit, une virgule, qui peut rendre l'interprétation plus délicate. Donc, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être extrêmement attentif. Vous avez posé une deuxième question, et nous sommes, je le disais à mes collaborateurs cet après-midi, nous sommes à la préhistoire de ce sujet, et je suis un vieux juriste, puisque ça fait 50 ans que je fais du droit, c'est comment dirais-je, de faire participer les destinataires à l'élaboration de la loi. Honnêtement, il y a 50 ans, quand j'ai commencé mon droit, je vous aurais dit le contraire. J'aurais considéré au contraire que finalement l'influence des lobbies, tout ça, ça nous faisait faire n'importe quoi. Or, en réalité, aujourd'hui, si nous voulons véritablement faire du bon droit, il faut que ceux qui auront à vivre avec puissent au moins dire avant comment ils voient son application. Donc, nous ne sommes qu'au début. Il faut absolument se débrouiller pour les consulter et faire en sorte qu'ils s'expriment, et pas seulement ceux qui ont les moyens de s'exprimer et de se faire entendre. Je me suis amusé tout à l'heure en vous écoutant sur la différence entre un député de base et un rapporteur ou un président. Je ne sais pas si vous êtes un jour passé du côté du Palais du Luxembourg, mais c'est encore pire. Sur la deuxième question que vous avez posée, il existe des moyens de vérifier le pouvoir du Parlement. Il est, à mes yeux, pas utilisé suffisamment en matière de contrôle. Vous passez votre vie dans les hémicycles où, je suis désolé, vous savez que j'ai une parole assez libre, je suis désolé de vous dire que si le gouvernement est un peu malin, il finira bien sur son propre texte et pas sur le vôtre. Et qu'il saura bien vous rappeler, si vous êtes de la majorité dans la salle qui va bien, pour vous rappeler que pour les investitures prochaines, il ne faudra peut-être pas l'oublier, quoi. Je l'ai vécu. Je ne vais pas vous dire que je l'ai organisé, mais enfin, je n'étais pas mécontent que ça se fasse. Bon. En conséquence, vous avez une très faible influence sur ce droit qui est produit. Par contre, au niveau du contrôle, vous pouvez tout faire. Des contrôles sur pièce, sur place. Ce que je vous disais tout à l'heure, en matière, par exemple, de documentation des refus des préfets. Aujourd'hui, vous ne disposez souvent pas des éléments qui vous permettent de dire « Mais écoutez, madame ou monsieur le préfet, je suis vraiment désolé, mais si je relis les travaux, je trouve que le législateur a clairement voulu ça. Or, dans le cas pratique que j'ai soulevé, vous me dites le contraire. Pourquoi ? Probablement, il vous dira « Écoutez, le pouvoir réglementaire a écrit des choses différemment. » Alors là, nous découvrons comment notre coopération mutuelle, et c'est aussi, Madame la Présidente, le plaisir qui est le mien de vous tendre la main, c'est que nous souhaitons vraiment pouvoir, avec l'Assemblée nationale, comme nous avons commencé de le faire avec le Sénat, par notamment les délégations aux collectivités territoriales, pouvoir travailler avec vous sur, entre guillemets, le service après-vente de la loi, c'est-à-dire sur sa déclinaison au niveau réglementaire. Et, monsieur le député, je vous garantis bien que si nous avons le soutien du Parlement pour empêcher le pouvoir réglementaire de dire le contraire, comme vous avez dit tout à l'heure, ou d'introduire une nuance par rapport à la
volonté du législateur, Parlement et CNEN, le pouvoir réglementaire ne pourra pas le faire. C'est l'occasion de vous dire, et je ne voudrais pas que vous le preniez mal, mais j'ai été construit comme sincère, et j'ai dit les choses comme je le pense. Le CNEN a très mal pris que votre commission des lois revienne sur un amendement du Sénat présenté par un parlementaire de la majorité, visant à obliger une administration centrale à s'expliquer par écrit sur le refus qu'elle faisait d'une proposition du CNEN de modifier son texte. C'est quand même extraordinaire que le gouvernement ait réussi à tordre le bras de la commission des lois pour empêcher que le gouvernement s'explique. Mais c'est invraisemblable. Comment voulez-vous que nous ayons les armes pour vous défendre votre volonté si vous laissez le gouvernement, et je n'ai rien contre celui-là plus que les autres, et j'ai été à la fois chasseur et braconnier, donc je connais les deux. Mais là, honnêtement, permettre au CNEN d'avoir les motifs pour lesquels on n'a pas fait droit à la proposition qu'il a faite, ça serait extrêmement utile quand les difficultés d'application surviennent. Alors, en la circonstance, je vais même vous dire mon sentiment. Je suis absolument certain que même les ministres n'ont pas vu le coup. Mais vous pouvez en séance publique, vous êtes à ma connaissance qu'à la discussion générale. Allez-y, vous avez les moyens de faire en sorte de vous doter des pouvoirs pour suivre si votre volonté est suivie par le pouvoir réglementaire. Monsieur le Président, moi, à l'instar de mes collègues, moi j'aimerais qu'on se revoie. Au dehors de l'idée de travailler ensemble, Parlement, CNEN, sur cette mission-là, parce que moi j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce que concrètement, il y a une des issues possibles, en tout cas qu'on a déjà entrevues, c'est de toucher au règlement de l'Assemblée. Et de ce point de vue-là, le Sénat a beaucoup d'avance, et l'audition de Valérie Létard était très intéressante, notamment pour travailler avec les commissions permanentes et voilà, dans le prolongement de ce qui est voté de manière instituée et prévu dans le règlement, engager les parlementaires dans l'application de la loi. Donc, et en fait, je pense que vous pouvez nous aider à écrire pour donner cette autorité, parce que ce que vous venez de dire, moi, je suis comme ma collègue Corinne Vignon, je bois du petit lait. En vous entendant, je pensais en fait à Stigler, prix Nobel d'économie, alors sachant que c'est un ersatz puisque c'est pas un vrai prix Nobel, mais bon, prix en mémoire d'Alfred Nobel, machin. Maurice Allais avait démontré que les travaux de Stigler supposaient des hypothèses qui non seulement n'étaient jamais vérifiées dans la réalité, mais ne pouvaient pas l'être. Et Stigler lui aurait répondu, ce n'est pas la science économique qui se trompe, c'est la réalité. Ce que vous avez décrit, c'est cette espèce d'impudence à un certain niveau d'élite. Auquel moi je considère qu'on doit toucher. C'est-à-dire que, et on se heurte quand vous dites que vous ne comprenez pas, je pense qu'on l'a tous vécu sur des sujets techniquement qu'on connaît, de se heurter, alors que nous avons l'autorité des députés de la nation, de se heurter à, je pourrais presque écrire quelque chose qui est systématique de la part d'un haut fonctionnaire, je fais semblant de ne pas comprendre, je reformule avec un peu de name dropping technique pour tester la solidité de compétences de mon interlocuteur. À la fin, c'est du Coluche, c'est-à-dire que je fais en sorte que mon interlocuteur a oublié sa propre question ou qu'il ne la comprend plus. Et puis pour finir, si vraiment il insiste, je reviens vers vous. Et puis après, c'est à l'usure. Et même l'accès à l'information est difficile. Il y a un vrai sujet là, sur l'autorité du Parlement par rapport, il ne s'agit pas de pointer du doigt, de sanctionner, pour établir un contact de confrontation féconde, en confiance, puisque tout le monde veut l'intérêt général. Je ne doute pas de l'état d'esprit. Mais là, il y a un vrai problème de relation. Et je pense que vous pouvez nous aider à écrire ce qui peut donner de l'autorité à un Parlement pour qu'on reprenne un peu la main quand même sur une partie de l'appareil d'État qui échappe, pour ainsi dire, à tout le monde. Monsieur le Président, c'est une belle question. Madame la Présidente, peut-être d'ailleurs ce sera la fin, je ne sais pas. S'agissant des administrations centrales, je vais, si vous le permettez, préciser les choses, peut-être en prenant un exemple. Il est d'ailleurs d'actualité. Un
un ingénieur des ponts, et nous avons probablement les meilleurs du monde, qui ne fait plus jamais de pont, va écrire le pont idéal, mais il n'est pas sûr que ça soit le meilleur pont du monde. Le professeur de médecine qui ne rencontrerait jamais de patient serait peut-être extrêmement savant pour enseigner, mais perdrait à un moment donné ce que seule la pratique enseigne. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les lois de décentralisation ont été prises, le retour en arrière n'aurait aucun sens, et que les administrations centrales n'ont plus la pratique. Et donc, cet aspect-là, cet angle-là leur manque, et nous devons le leur apporter, sans procès d'attention. Madame la Présidente, vous avez posé la question présidentielle. Comment pouvons-nous faire ? J'étais dès le début optimiste, et je crois qu'on peut l'être. Nous devons travailler ensemble davantage. Ce que vous avez dit, monsieur le député, à propos de l'autorité, nous envions la vôtre. Parce que vous êtes la représentation du peuple français. Or, nous, on nous dit gentiment, non, on nous laisse supposer gentiment que nous ne sommes rien. Ce qui est vrai. Nous tenons notre modeste légitimité des associations nationales d'élus. Donc, nous serions très contents de pouvoir avoir la représentation du peuple français qui, travaillant de concert tous ensemble, nous parlions d'une même voix sur les difficultés d'application des textes qui sont produits. Donc, il me semble que nous avons un chemin vertueux à engager. Et il est vertueux dans tous les sens. Car je pense que de toute façon, le divorce des Français avec le droit qui leur est produit est prononcé. Il est au-delà des sensibilités politiques. Ce qui veut dire que de toute façon, les Français ne pensent même pas que des alternances politiques résoudront le problème. Et je m'adresse à des députés. Rien n'est pire que ces situations. En conséquence, je crois qu'il faut absolument pouvoir entrer dans la pratique, Madame la Présidente, comme vous le dites, c'est-à-dire que nous constatons une difficulté de mise en œuvre, nous ne la stigmatisons pas, nous disons simplement que soit il faut assouplir celui qui interprète, soit il faut modifier le texte qui a été trop précis. Et puis, de pragmatisme en pragmatisme, je crois que chaque acteur s'ajustera, la confiance renaîtra, et je termine par là, il faut absolument qu'on noue un principe de confiance mutuelle a priori entre les administrations publiques. Il n'est pas possible que le principe soit la défiance.